たいギリギリの勝負で Get to life 時間はそんなにないぜそれが Start away I want this only 探し求めるあの黄色の光の中で誰かを傷つけて自分も傷ついてだけど終わらずにただ追い求め何も見えてないけれど Hard why きっとこのままの Pain Trans Continue Bien le bonjour les amis, c'est Sando, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview MMA consacrée au main event de l'UFC 314 de ce week-end, Alexander Volkanovski contre Diego Lopez. Combat pour la ceinture, pour la ceinture undisputed vacante de l'UFC, laissée vacante par Ilia qui a décidé de monter de division juste après littéralement un an pile après avoir remporté la ceinture en 2024, face à la légende, à une des légendes de la légende de la division encore en activité, considéré par plusieurs comme le plus grand featherweight de l'histoire, personnellement comme le second, Alexander the Great Volkanovski. Bon, c'est un pléonasme de dire que Alexander Volkanovski est un vétéran de la division, présent à l'UFC depuis 2016 déjà, enfin, en fait, ce qui au final est pas tant de temps que ça fait même pas 9 ans qu'il est à l'UFC et pourtant en si peu de temps, il a réussi à se bâtir un palmarès assez impressionnant. Après avoir passé sa première année et demie, on va dire, non, même ses 2 premières années à l'UFC, à monter en gamme petit à petit en affrontant des non classés, affronter Darren Elkins qui était peut-être son premier combattant classé était Jeremy Kennedy, honnêtement, de tête, là, je saurais pas vous dire. Il finit par percer un petit peu le plafond du top 10 après sa victoire face à Darren Elkins, qui était pas un cador, loin de là, mais qui était un bon gatekeeper du top 15 à l'époque. Ensuite, ayant sa percée au plus haut niveau face à Chad Mendes dans un combat de fou furieux que je vous invite à aller voir face au grand Chad Mendes, puis une opportunité en or d'affronter le légendaire, le plus grand featherweight de l'histoire encore aujourd'hui, José Aldo, au Brésil lors de l'UFC 237 en mai 2019, combat qu'il remporte par décision unanime sur une performance pas spectaculaire, mais en fait pas spectaculaire, mais vraiment impressionnante dans les faits. Puis avoir sa chance à la ceinture face au légendaire Max Holloway. Premier combat qu'il remporte à la surprise générale par décision unanime. Ouais, décision unanime qui, je crois, fera un petit peu polémique. Certains pensant, et Max Holloway pensant qu'il avait remporté ce combat. Pour moi, non. Volkanovski manœuvre très bien ce combat-là, il gagne sans problème les 2 premiers enfin les 3 premiers rounds sont clairement pour lui. Les 4 et 5 l'ont un peu disputé, mais voilà, c'est pas suffisant pour donner la victoire à Max Holloway. Puis la revanche en juillet 2022, encore, enfin légendaire par sa controverse, étant donné que la quasi-totalité verront, enfin la quasi-totalité des observateurs verront Max Holloway l'emporter, à l'exception de 2 des juges qui mettront Alexander Volkanovski vainqueur sur ce combat-là. Et après ça, il y aura une année de hiatus pour principalement, enfin, il devait affronter Brian Ortega en undercard, enfin en co-main event de Francis Ngannou contre Stipe Miocic à l'époque. Un combat qui ne se fera pas parce que Volkanovski attrapera le Covid et devra se retirer du combat la semaine pendant la Fight Week. Je crois même que c'était à quelques, enfin pas très loin de la pesée même, mais voilà. Le combat est repoussé et rebooké pour l'UFC 266 et ça y est, enfin Volkanovski recevra la reconnaissance qu'il mérite, recevra le respect de tout le monde après un combat de fou furieux, notamment un 3e round de légende.
et remportera ce combat face à Brian Ortega de façon extrêmement dominante. Puis en un 3e combat face à Max Holloway sera rebooké pour, l'UFC 273 en avril 2022. Sauf que Max Holloway se blesse, du coup il est remplacé, alors à une certaine distance du combat, je crois que c'est à 2 mois du combat qu'il est remplacé par Shang Tsung Young, The Korean Zombie et et encore une fois, Volkanovski nous fera une démonstration. Sûrement sa plus belle démonstration à date face à Chan Sung Jung et finira par l'arrêter assez violemment au 4e round. Puis trilogie face à Max Holloway, UFC 276 et une masterclass. Oh là 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 là, c'est rare de voir des masterclass comme ça en MMA, surtout face à un mec du calibre de Max Holloway. Et donc Volkanovski remporte ce combat-là par décision unanime, voilà, sans la moindre controverse cette fois-ci. Puis il tente de devenir double champ face à Islam Makhachev en début 2023. Il perd ce combat-là sur une décision, qui est beaucoup contestée. Encore aujourd'hui, je vois pas mal de gens, dire que Volkanovski, a gagné ce combat-là. J'avoue que ça fait un moment que j'ai pas revu ce combat, donc je ne me prononcerai pas sur la décision. Mais ouais, c'est un combat que, au moment des faits, je penchais plus vers une égalité de mon côté. Et voilà, le fait est que Volkanovski perd ce combat-là face à Islam Makhachev. Il se reprend malgré tout très bien en main event de l'UFC 290, un des meilleurs pay-per-view de l'histoire de l'UFC. Allez le revoir, ce pay-per-view était complètement dingue. Toute la carte était complètement dingue. La main card et les prélims, c'était complètement folle. Donc voilà, allez revoir cette carte, elle était dingue. Et face à Yair Rodríguez, guys, il nous sort une nouvelle fois une master class, une destruction de Yair Rodríguez. Guys, qu'il finit par un magnifique TKO en Grand Pound, après un magnifique knockdown, notamment au 3e round. Puis, l'erreur de carrière, à mon avis. Enfin, erreur de carrière. C'est le genre d'opportunité qu'il fallait prendre. Mais voilà, quand tu les prends et que tu perds, généralement, c'est des erreurs de carrière. Face à Islam Makhachev en octobre 2023, UFC 294. Ouf. Oh là là, qu'est-ce que je déteste ce combat pour une revanche face à Islam Makhachev en 2 week notice, parce que Makhachev devait avoir sa revanche face à Oliveira. Oliveira se blesse à une coupure à l'œil à l'entraînement. Et ben, du coup, doit pull out et Volkanovski vient le récupérer, vient sauver la carte en short notice pour se prendre un KO, un horrible KO enfin, vraiment, moi, je déteste cette revanche, je déteste même ce KO, il est incroyable, ce KO, mais moi, je déteste au vu du contexte, quoi, et étant donné que je suis assez fan de Volkanovski. Bon, bah, voilà, je suis pas du tout content personnellement et voilà. Il subit sa 2e défaite à l'UFC et son 1er KO à l'UFC. Et il sera pas épargné parce que 4 mois plus tard, enfin même pas un peu moins de 4 mois plus tard, il est opposé à la star montante de la division, Ilia Topuria, et se prend un KO, là encore iconique, face à Ilia Topuria dans le 2e round et il n'a pas recombattu depuis. 2 KO meurtriers, voilà, le genre de KO qui peuvent finir des carrières, enfin, ouais, qui peuvent vraiment finir des carrières par moment d'affilée en moins de 4 mois. Voilà, il lui fallait vraiment du repos. Ce repos, il l'a pris et il va être opposé. Et étant donné que Ilia Topuria a lâché sa ceinture, voilà, il y a quelques semaines, la ceinture est remise en jeu entre Volkanovski et ben, enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment une star montante, Diego Lopez, qui a eu une ascension fulgurante à l'UFC après une carrière assez longue et surtout assez dense en combat sur un peu le circuit indépendant, on va dire. D'abord, ses premiers combats, il les fait au Brésil, puis il décidera d'aller s'installer au Mexique, assez rare pour être noté. Enfin, je sais pas s'il s'y est installé, mais en tout cas, il va beaucoup combattre au Mexique dans les non, il s'est installé au Mexique, il s'est installé à Puebla pour être précis. Mais voilà, ses prochains combats, il les fera sur la scène mexicaine. Avant de pouvoir d'avoir l'occasion de combattre sur le sol états-unien en 2021 pour les Dana White Contender Series face à Joe Anderson Brito, combat qu'il perd par décision. Mais il reprend, mais voilà, après 3 nouvelles victoires sur le circuit indépendant, on va dire, il obtient une nouvelle chance en very short notice de prouver de ce dont il est capable à l'UFC en mai 2023. Mai 2023, c'est-à-dire il y a moins de 2 ans, c'est quand même vraiment pas banal. Face à Movsar Evloev, top 10 de la division, qui devait affronter Arnon Dalen, je crois, de mémoire, il me semble que c'était ça de. Non.
Non, c'était pas Arnold Allen. Je sais plus qui il devait affronter, mais voilà, il devait affronter quelqu'un d'autre. Son adversaire s'est désisté et du coup, bah, Movsar Evloev qui devait absolument combattre sur cette carte parce qu'il était inactif depuis beaucoup trop longtemps, accepte le combat en short notice et passe pas loin de la correctionnelle à plusieurs reprises, bien qu'il sorte vainqueur de ce combat-là par décision unanime. Et du coup, Diego Lopez, ben, fait son entrée à l'UFC face à un top 10. Il sort un combat impressionnant, Fight of the Night. Il passe à ça de finaliser Evloev à 2 reprises dans ce combat-là. Ce sont des débuts à l'UFC particulièrement impressionnants. Et ben, le mieux, enfin, ouais, c'est un peu le meilleur scénario qu'on pouvait avoir, c'est que ben, c'est régulier d'avoir des combattants qui font leur début à l'UFC dans de gros combats face à de gros prospects, etc., mais qui après s'écrasent un petit peu. Là, ça va pas du tout être le cas parce que sur la suite de l'année 2023, il recombattra à 2 reprises. Ouais, face à Gavin Tucker et face à Pat Sabatini qui, ben, voilà, c'est littéralement, enfin, la semaine dernière, sur le tout dernier UFC, a quand même battu Joe Anderson Brito, donc c'est quand même pas banal. C'est quand même pas de petits combattants non plus et il sort des performances impressionnantes, 2 performances of the night, une soumission magistrale face à Gavin Tucker et un TKO violentissime face à Sabatini à l'UFC 295. Et après 2 victoires aussi impressionnantes, on décide de le bookend face à un top 15 en la personne de Sodiq Youssouf qui était certes sur une défaite face à Edson Barbosa de 1 dans un Fight of the Night de 2. Un combat absolument dantesque. Vraiment un des combats de l'année 2023 complètement oublié, mais qui était complètement dingue. Et malheureusement pour Sodiq Youssouf, heureusement pour Diego Lopez, encore une fois, Diego Lopez sort une performance folle à l'UFC 300 avec un TKO d'une violence en 1 minute 30 complètement folle cette performance. Et il fracasse l'entrée dans le top 15 avec une impression démentielle. Puis il est booked. Voilà, l'UFC a maintenant confiance en lui, ils savent de quoi il est capable. Il est booked face à Brian Ortega pour l'UFC 303. Brian Ortega pull out, je sais plus pour quelle raison. Je crois qu'il avait foiré le poids, si je me souviens bien. Voilà, il avait foiré le poids à la pesée. Il est remplacé à quelques heures du combat face à Danny Gay, enfin par Danny Gay. Et cette fois-ci, Lopez sera beaucoup moins impressionnant qu'à son habitude. Il remportera le combat par décision, mais sera beaucoup moins impressionnant. On commencera un peu à voir les quelques limites, enfin, on en commencera à entrevoir les quelques possibles limites de Diego de Lopez. Il n'en reste qui remporte ce combat-là par décision face à Danny, qui est un vétéran des vétérans de la division. Donc c'est quand même une très très belle victoire. Puis le combat face à Ortega et Robuquet pour l'UFC 306 à la sphère, à l'arène de la sphère, au final, dans ce qui aura été un très beau événement, enfin un très bel événement au global de cette UFC 306. Et masterclass face à Ortega. Un knockdown au premier round violentissime, un ground and pound violentissime suivant le knockdown. Voilà, premier round à la limite du 18. Voilà, Ortega a quelques bonnes séquences, donc ouais, personnellement, je le noterais pas 18, mais franchement, on en était vraiment pas loin de pas loin. Et 2 autres rounds gérés avec une maestria impressionnante de la part de Diego Lopez qui prend la victoire par décision unanime face aux vétérans et à ouais, enfin, un gars qui fut un temps avait vraiment un potentiel de star assez énorme en la personne de Brian Ortega. Donc, très belle victoire. Ortega qui était numéro 3 de la division c'est ça, numéro 3 de la division au moment des faits, en dessous de Holloway et de Volkanovski, justement. Donc voilà. Diego Lopez prend la place du numéro 3 de Brian Ortega. Max Holloway quitte la division, donc il passe numéro 2. Enfin, je crois. Non, attends, il passe numéro 2 ou numéro 3. Je sais, attendez, je vais aller vérifier. Non, il passe numéro 2 dans la division au classement UFC. Et il est opposé à Alexander Volkanovski dans l'espoir de récupérer la ceinture featherweight. Et donc, pour passer à la partie un peu preview, d'un côté, on a un Lopez qui est un athlète assez exceptionnel, mine de rien. Alors, les deux sont des athlètes exceptionnels, mais ce que j'entends, c'est que Lopez, il a une explosivité, ce mec, qui est incroyable. Une explosivité dans ses déplacements, dans ses mouvements, vraiment exceptionnel. Il a un JJB très dangereux. Enfin, ouais, un sol
extrêmement dangereux et surtout extrêmement créatif. Un peu à la façon en fait, moi, il me fait un peu penser à Corian Zombie, justement. Quand Lopez, c'est un gars qui est capable de trouver des opportunités en striking assez exceptionnelles, qui est plutôt classique dans son striking, mais qui est capable de, ben, voilà, de trouver des KO assez exceptionnels, enfin, notamment en dirty boxing, j'en reviendrai juste après, et qui est capable au sol de trouver des soumissions de nulle part, du dos, etc. Ouais, notamment dans son combat face à Movsar Evloev, il tente des soumissions, oh là là, qui sont incroyables. Et heureusement, et franchement, face à quelqu'un d'autre que Movsar Evloev, enfin, ouais, je pense que beaucoup taperaient sur les soumissions qu'a tenté Diego Lopez. Donc voilà, excellent JJB. Ouais, il a un punch. Waouh! Il a vraiment quelque chose de très spécial dans les mains. Vraiment, je saurais pas dire exactement ce que c'est, parce que non plus il a pas l'air extraordinairement rapide pour autant, mais il est tellement incisif. Ah ouais, il est tellement incisif ce mec dans ses frappes, et même je le trouve pas spécialement précis dans l'absolu, mais le gars dès qu'il touche, ses adversaires tombent. C'est impressionnant. Ouais, c'est 2 TKO d'affilée à l'UFC 295 et l'UFC 300. Putain, littéralement, dès qu'il place un uppercut, dans le dirty boxing, ses adversaires tombent presque raide mort. Voilà, face à Brian Ortega, le 1-2 qu'il lui met, heu, c'est simple quoi, enfin c'est très simple et en plus il le place dans un timing simple et cetera. Enfin dans un très bon timing, hein, dans un très bon emplacement avec une bonne précision, tout ce que vous voulez. Mais c'est très simple dans l'absolu et pourtant Ortega, il tombe, mais waouh, la façon dont il tombe, c'est terrifiant là aussi. Donc il a vraiment quelque chose de très spécial dans les mains. C'est un très bon finisseur. Bon, c'est assez évident, voilà, au vu de sa petite série de 3 finishes d'affilée, mais c'est un très bon finisseur. Il passe vraiment pas loin du finish face à Brian Ortega, franchement, un arrêt de l'arbitre aurait été legit. Ouais, c'est pas scandaleux qu'il l'ait pas arrêté, mais c'est pas, enfin, ouais, c'est plutôt le legit enfin, un arrêt aurait été legit face à Ortega. Il est incroyable au dirty et enfin, il est vraiment incroyable au dirty boxing. Son dirty boxing est vraiment exceptionnel. C'est là qu'il trouve ses finishes face à Sodiq Yusuff et ouais, j'ai déjà oublié son nom malheureusement. Ah putain, comment il s'appelle? Je suis un gland, c'est pas possible. Heu, ouais, Sabatini, voilà. Face à Sabatini, il trouve ses opportunités au dirty boxing qui sont vraiment très impressionnantes. Donc je pense que son dirty boxing est vraiment fait vraiment partie des meilleurs de la division. Pas dans la pas forcément dans la technique, c'est très simple comme dirty boxing et je pense qu'il y a moyen de défendre à partir de là, au clinch et cetera. Il y a moyen de défendre ton dirty boxing, mais il est très impressionnant et voilà, il a pas de mal à trouver des KO au dirty boxing. Heu, c'est pour la première fois, je vais mettre des améliorations. Et pas dans le sens, des trucs à améliorer dans son jeu, mais des améliorations qu'il a eues dans son jeu, qu'on voit notamment dans son combat face à Brian Ortega. Je trouve que son kicking game est bien meilleur que ce qu'il n'était dans son entrée à l'UFC. Alors ça reste assez simple, c'est low kick, c'est high kick, c'est très, très simple, c'est envoyé dans les moments très académiques et cetera et au global, il a un style très académique dans son striking, mais vraiment, c'est un truc qu'il faisait pas dans ses tout premiers combats et voilà, face à Ortega, il l'a montré de façon très parcimonieuse, de façon très intelligente, qu'il avait franchement un kicking game, pas trop mal. Il a vraiment amélioré sa gestion du combat. J'en parlerai quand je parlerai de ses faiblesses, mais voilà, sur ses premiers combats à l'UFC, je trouvais qu'il y avait vraiment et notamment face à Dan Ige surtout, je trouvais qu'il y avait une mauvaise gestion de son énergie qui était pas vraiment, inquiétante. Là, dans son combat face à Brian Ortega, bon alors c'est Brian Ortega, hein, c'est pas le gars le plus Brian Ortega, c'est pas le gars le plus difficile à surpasser niveau contrôle du combat, on va dire. Mais voilà, dans son combat face à Brian Ortega, il a vraiment montré de très belles choses en termes de gestion du combat, gestion d'énergie, gestion de distance, gestion de l'espace de l'octogone, gestion du rythme. Ça a vraiment été une belle progression et enfin son jab, franchement, a vraiment été très, très, très amélioré. Encore une fois, surtout dans son combat face à Brian Ortega. Vraiment, son jab était très, très bon et même face à Dan Ige, franchement, il avait un bon jab. Mais voilà, son jab a vraiment, vraiment été amélioré depuis son arrivée à l'UFC. Dans ses faiblesses, j'ai le sentiment qu'il fatigue très vite. Voilà. Il a très bien géré face à Brian Ortega, mais je pense que face à un gars comme Volkanovski, je pense pas que sa gestion d'énergie sera aussi bonne et démarre très, très fort, il est incroyablement dangereux au premier round. Je suis pas sûr que quand il contrôle pas le rythme du combat, ça puisse,
Enfin voilà, je pense qu'on reverra très vite le Diego Lopez très fatigué qu'on a pu voir face à Daniguet ou face à Movsar Evloev. Et ça défense et en fait, au final, enfin, il a très peu de faiblesses dans la tenue, je trouve. Heu, c'est que, enfin, sa 2e faiblesse que j'ai remarqué, sa défense de lutte est vraiment pas ouf, voilà. En termes il a un excellent JJB, mais comme beaucoup de gars qui ont un excellent jiu-jitsu, ben, quand on arrive à les contrôler sur leur dos, ils ont pas vraiment beaucoup de solutions. Au global, enfin, ouais, au global, ils ont pas beaucoup de solutions quand on les met sur leur dos et qu'on arrive à les contrôler sur leur dos. Ça s'est notamment vu face à Movsar Evloev et face à Daniguet encore une fois. Et ça va être très dangereux parce que Volkanovski, bah, c'est pas enfin, notamment en lutte, c'est vraiment pas n'importe qui. Volkanovski, alors pour essayer de définir en 3 termes, c'est complet, jab, feinte. Voilà. C'est un des gars les plus complets du game. Vraiment, franchement tout ce qui lui manque, c'est un jeu de soumission. Mais sinon et peut-être un jeu de kick, haut, on va dire, high kick et cetera. Et encore, je pense qu'il pourrait le faire, mais c'est juste qu'il prend pas le risque. Mais voilà, il a pas vraiment de jeu de soumission. Il a pas un kicking game très varié. Il a un bon kicking game, je vais y venir, mais voilà. Il a pas un kicking game très varié, il a pas un très bon jeu de soumission, mais sinon, le gars, c'est un des meilleurs strikers de l'histoire du MMA, vraiment. Un des tout meilleurs strikers de l'histoire du MMA, notamment par son jab, qui est potentiellement le meilleur de l'histoire du MMA. Encore une fois, son jab est dinguissime. Vraiment encore ouais, non, mais vraiment, j'ai pas d'autres termes. Je pense que c'est un des meilleurs jabs de l'histoire du MMA, si c'est pas le meilleur jab de l'histoire du MMA. Vraiment, je ne tremble absolument pas des genoux en disant ça. Son jab est juste légendaire. Voilà, rien que son jab est légendaire. Ses feintes sont exceptionnelles et ça, il l'a pris, à partir à peu près de son combat face à José Aldo. Avant, c'était un combattant beaucoup plus direct dans son approche, mais depuis son combat face à José Aldo et depuis qu'il s'entraîne beaucoup plus avec Eugene Berman, le coach de la Adesanya notamment, ou de Danuker, et Kakara France, et cetera. Son jeu de feinte a été grandement amélioré et c'est clairement un des meilleurs feinteurs du game, si c'est pas le meilleur feinteur du game, encore une fois. Son footwork est un des tout meilleurs, vraiment. Enfin, pour moi, il a encore un meilleur footwork qu'Israël Adesanya. Enfin, c'est vraiment pas peu dire, mais je le pense sincèrement qu'il a un meilleur footwork qu'Israël Adesanya. Notamment parce que là où Adesanya est excellent de son pied arrière, Volkanovski est excellent de son pied arrière, mais surtout de son pied mais même quand il met la pression, il le fait beaucoup moins dans ses derniers combats, mais quand il mettait la pression en début de carrière, son catch cutting était incroyable, vraiment, vraiment, son catch cutting était incroyable. Et voilà, footwork exceptionnel et aussi sa lutte n'est pas en reste. Alors c'est un gars qui vient de la lutte gréco-romaine enfin si je me souviens bien de son parcours un peu sportif, c'est que c'est un gars qui a d'abord commencé par la lutte gréco-romaine, puis qui a fait une bonne dérive sur le rugby, donc absolument rien à voir, mais il fera un peu il jouera un petit peu, enfin, il fera quelques saisons en pro, en joueur pro de rugby sur le début des années 2010, puis il reviendra en MMA et ça se sent que enfin et surtout sur ses premiers combats, ça se sent que c'était vraiment un lutteur de formation à la base, qui a vraiment appris à striker de la plus belle des manières, quoi. Vraiment, je pense que la transition lutteur à combattant de MMA complet et notamment très bon striker, je pense que c'est un des tout meilleurs, de l'histoire, tout simplement. Donc voilà, une lutte plutôt basée gréco-romaine, mais qui est vraiment très bonne dans l'ensemble. Ses contrôles au sol sont très bons et surtout son ground and pound. Oh là là, son ground and pound, c'est un des meilleurs. Encore une fois, voilà, alors personnellement, je remettrais un peu enfin, un peu en question la place que beaucoup mettent, de Volkanovski dans la place des all-time greats. C'est un all-time great, mais pour moi, c'est pas un top 5 des plus grands combattants de l'histoire comme certains semblent, enfin, non, top 5 non, il y en a peu qui le mettent à cette place. Mais voilà, top 10, il y a moyen, mais pour moi, c'est un peu court pour être un top 10, all-time, ouais, personnellement. Je vais peut-être peut-être une opinion impopulaire, mais ouais, pour moi, c'est un peu court pour être un des greatest of all time. Par contre, dans les pound for pound best of all time, il se place là, hein. Vraiment pour le coup, il se place vraiment là. Il se place clairement aux côtés des John Jones, des Georges Saint-Pierre, et cetera. Il se place vraiment dans cette catégorie-là en termes de compétences et son grand and pound est un des tout meilleurs de l'histoire, arrangé aux côtés des Fedor Emelianenko et bien d'autres. Alors, dans les quelques
«faiblesse» entre gros guillemets que je mets, alors il a pas une enfin, il a pas une sa défense est perméable. En fait, sa principale défense, c'est sa distance et sa défense, il a beaucoup de mal à avoir une bonne garde parce que, comme je le dis régulièrement, il est très large d'épaules, donc c'est compliqué d'avoir une très bonne garde quand il est très large d'épaules et pas souvent son jeu de mouvement de tête est pas suffisant pour parer tous les coups. Mais il a quand même une bonne défense. Cela dit, je trouve qu'il a une bonne je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à creuser au niveau des kicks. Généralement, Max Holloway notamment et même Islam Makhachev, Max Holloway dans son deuxième combat notamment, avait montré qu'un bon jeu de kick, un bon jeu en kick, que ce soit en attaque directe ou en feinte de kick, ça pouvait très bien fonctionner face à Alexander Volkanovski. Il y en a aucun autre qui est vraiment à bord à arrivé dans un combat face à Volkanovski avec cette mentalité. Même Yair Rodri enfin si, un peu Yair Rodriguez, mais pour moi, il a pas amené de la meilleure des façons. Il était beaucoup trop direct dans son approche, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, un bon jeu en kick, ça peut gêner Alexander Volkanovski. Voilà, notamment, Max Holloway l'a montré et Makhachev l'a montré et enfin, ses combinaisons. À l'offense, ses combinaisons sont pas mauvaises, mais il est pas rare qu'il surengage un peu trop sur une combinaison et qu'il s'expose au contre. Encore une fois, le knockdown au 2e round qu'il prend face à, Max Holloway, c'est sur une avancée en combinaison où il se fait contrer, où il est un peu trop exposé. Face à Makhachev dans leur premier combat, il s'est fait plusieurs fois salement contrer sur des opportunités, un peu trop, sur des actions un peu, sur des combinaisons, pardon, sur des combinaisons à l'avancée un peu, pas masquées au mieux, voilà. Donc voilà, ces combinaisons sont perméables, encore une fois, un peu sujettes au contre. Il en utilise pas beaucoup. Il combat surtout en single attack. Les quelques moments où il combine, c'est pas, il peut avoir du mal par moment. Enfin, avoir du mal, non, pas avoir du mal, mais il peut un peu s'exposer dans ses combinaisons et s'exposer au contre. Voilà. Et du coup, on peut passer à la partie, game plan. Heu, voilà, je vais commencer par, Volkanovski parce que je pense que c'est celui qui a le moins d'adaptation à faire concrètement. Pour moi, le game plan qu'il doit prendre, c'est exactement la même game plan que face à Korean Zombie en 2022. Vraiment, je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire voilà, face à Diego Lopez. Prendre le lead au niveau du jab. Bah, Lopez a un très bon jab, mais malgré tout, je pense pas que ce soit qu'il ait un jab au niveau d'Alexander Volkanovski. Donc voilà, travailler de l'extérieur, travailler de son jab, beaucoup travaillé en low kick. Voilà, pareil, Lopez, moi, j'ai rarement vu, bon après, j'avoue que j'ai pas il s'est jamais vraiment retrouvé face à un bon low kicker, mais un bon travail de low kick, je pense que ça peut être très pertinent face à Diego Lopez. Travailler en contre, travailler surtout en single attack en contre. Oui, voilà, un peu plus peut-être un peu plus accentuer son travail au corps. Contrairement à Korean Zombie, Diego Lopez, lui, fatigue beaucoup plus vite que ne fatiguait Korean Zombie, dans son historique, on va dire. Donc voilà, un peu plus travailler en contre, pardon, un peu plus travailler au corps que face à Korean Zombie, ça peut être quelque chose de bien, notamment, un truc où Volkanovski était très, très fort, c'est que, c'était surtout en garde ouverte, mais c'est que, il savait très, très bien kicker de la jambe avant, mais sans trop l'armer et ce qui faisait qu'il était pas trop prévisible quand il kickait de la jambe avant. Donc faire un peu des kicks de la jambe avant au foie à la Brandon Moreno contre, Kai France, ça peut bien fonctionner. Je pense que notamment face à un gars comme Diego Lopez, ça peut, vraiment avoir son effet et enfin, plus utiliser de shift. C'est un truc c'est un truc qu'il faisait très, très peu, mais il en a utilisé quelques-uns. Voilà, face à Korean Zombie, il l'a fait une fois, mais ça a pas fonctionné parce qu'il l'avait pas timé au meilleur moment. Face à Islam Makhachev, il met knockdown Makhachev sur un shift au 2e round de leur premier combat et c'est tout. Il utilise très, très peu de shift, mais le truc c'est il peut très, très, très bien les masquer. Donc je pense qu'un peu plus utiliser de shift, c'est peut-être la seule vraiment, zone d'amélioration encore pour Volkanovski, un peu plus utiliser de shift parce qu'en plus il les masque super bien donc voilà, je pense qu'utiliser ça, notamment face à un gars comme, Diego Lopez, ça peut très, très bien fonctionner et de son côté, Diego Lopez, à longue distance, essayer de travailler en kick sans trop se les faire, attraper pour, amener en lutte.
Cela dit, est-ce que Volkanovski prendrait le risque d'essayer d'amener Lopez au sol? Bon, il l'a un peu fait face à Brian Ortega, mais c'était plus des amener au sol de Brian Ortega que Volkanovski a bien réussi à défendre et prendre la top position pour mettre du grand pound. Donc c'est pas vraiment des amener au sol. Je pense pas que faire je pense pas que faire de la lutte face à Diego Lopez, face à un Jiu-Jitsuka du niveau de Diego Lopez soit la meilleure des choses à faire non plus. Mais voilà. Travailler en kick à distance, comme je l'ai dit, voilà, Volkanovski peut avoir des failles sur les kicks de ses adversaires, peut laisser des ouvertures sur les kicks pour des kicks chez ses. Peut laisser des ouvertures pour des kicks. Donc, travailler en kick à distance, travailler son jab, évidemment. Essayer de rivaliser en jab avec Volkanovski, c'est pas fait. C'est vraiment pas fait, mais bon, il peut essayer. Voilà, ça peut valoir le coup d'essayer. Faire venir Volkanovski à lui pour le contrer. Et enfin, le dirty boxing. Voilà, le dirty boxing, c'est vraiment la grosse force selon moi de Diego Lopez en striking. À longue distance et à mi-distance, je ne le vois pas rivaliser avec Volkanovski, qui est pour moi trop complet, trop affûté, avec une trop bonne maîtrise des distances, etc. En plus, Volkanovski, il n'est pas très grand pour la division. De mémoire, c'est 1m68 de taille. Voilà, Lopez est à 1m80, donc ouais, il y a un gros déficit de taille. Mais il a une envergure qui est absolument folle. Ouais, je vais aller revoir les mensurations pour pas dire de conneries, mais ces mensurations sont absolument folles. Il a 1m82 d'envergure, c'est colossal. Après, je pense que là, pour le coup, il sera peut-être un peu en dessous. Il a la même envergure. Enfin, ouais, Diego Lopez est à 1,83, donc c'est grosso modo la même allonge. Donc voilà, il a une gestion à la distance qui est beaucoup trop affûtée. Mais par contre, au dirty boxing, alors Volkanovski a un excellent clinch, mais cela dit, il y a un risque. Il y a quand même un risque. Je pense que Volkanovski est meilleur techniquement et tactiquement au clinch. Mais voilà, il y a un truc à faire. Ouais, il y a vraiment un truc à faire au dirty boxing. Voilà. Et enfin, pour passer à la partie prono, voilà, déjà, prono du cœur, personnellement, franchement, j'avoue que j'en ai pas trop. J'adore les deux. D'un côté, j'aime vraiment beaucoup les deux. Peut-être que j'ai une légère préférence pour Volkanovski. Cela dit, en fait, ce combat m'emmerde un petit peu. Pas qu'il ait lieu, ça m'emmerde pas qu'il ait lieu, parce que franchement, c'est une opposition qui sportivement m'intéresse énormément. Cela dit, j'aime pas trop la configuration dans laquelle il est mis. Un combat comme ça pour la ceinture vacante de la division, ça ne me plaît pas trop personnellement. J'aurais préféré que ce soit. Personnellement, ouais, Volkanovski, bien sûr, mérite d'avoir directement son title shot immédiat après une défaite, après avoir perdu le titre, j'en conviens. Mais directement me mettre face à Diego Lopez, je suis pas sûr que ce serait de la. Enfin, d'un côté, je trouve si Volkanovski l'emporte, je peux pas m'empêcher de trouver ça un petit peu faux qu'ils redeviennent champions après clairement fait battre par Topuria il y a un an, pas avoir recombattu entre temps et récupérer la ceinture entre guillemets sur tapis vert. Techniquement, c'est pas sur tapis vert parce qu'il a quand même recombattu mais voilà, battre Diego Lopez pour récupérer la ceinture vacante, je trouve pas que c'est ce qui aide le plus niveau prestige. Et j'avoue que voir Volkanovski sur 3 défaites consécutives et perdre face à Diego Lopez, ouais, ça me ferait quand même vraiment chier, personnellement. Donc voilà, personnellement, j'aurais préféré qu'il fasse un combat pour la ceinture vacante entre Lopez et comment il s'appelle? Et Evloev. Voilà, justement, faire la revanche pour le titre. Franchement, ça aurait été trop stylé. Ouais, ça aurait vraiment été stylé de le refaire. Ouais, et de garantir le title shot à Volkanovski face au vainqueur. Et là, dans cette configuration, avec un Lopez qui aurait vaincu, hypothétiquement vaincu Evloev pour récupérer la ceinture et qui pour sa défense de titre et opposé face à Volkanovski, je pense que j'aurais été bien plus hypé. Mais là, dans cette configuration, je peux pas m'empêcher que ça sonne un petit peu faux en fait. Je pense que le vainqueur sonnera un petit peu faux. Un petit peu faux, hein. Je dis pas que ce sera ce sera pas Raquel Pennington, quoi. En termes de champion, ce sera pas Raquel Pennington, je suis pas à ce point-là. Mais ouais, je peux pas empêcher de penser que ça sonnera un petit peu faux pour le vainqueur. Et ouais, honnêtement, que ce soit l'un ou l'autre qui perd, ça me fait un petit peu chier parce que ça me fait un peu chier que Volkanovski enterre un peu enterre la star montante de la division, la relève en termes de stardom de la division, ça me ferait un petit peu chier. Et que, voilà, et encore une fois, que Volkanovski perde, soit sur 3 défaites consécutives, ça me ferait vraiment mal au cœur. Donc voilà, j'avoue que niveau prono du cœur, j'en ai pas vraiment pour le coup. Pronostat.
Pronostat, je vois vraiment un Volkanovski avantagé, voilà. Lopez a montré de très belles choses dans ses derniers combats, mais pour moi, il y a encore enfin, je vois encore un gouffre assez exceptionnel entre Volkanovski et Diego Lopez et c'est même pas le genre de gouffre par rapport à l'opposition qu'a rencontré Lopez, un peu comme le discours qu'on pouvait avoir face à pour Ilia Topuria. «Ouais, mais l'opposition, ça a rien à voir» et cetera. Là, pour le coup, non seulement l'opposition n'a rien à voir, mais en plus, enfin, pour moi, Lopez n'a pas été aussi impressionnant qu'avait pu l'être Ilia Topuria dans ses derniers dans les combats avant Volkanovski. Là, Lopez, je vais pas dire que c'était poussif, mais c'était pas aussi impressionnant que ce qu'avait été, Ilia Topuria. Donc voilà, pour moi, enfin, là, au ressenti, je ressens quand même un gouffre encore assez exceptionnel, entre les 2. Pugistiquement, pour moi, enfin, Volkanovski est meilleur que Diego Lopez sur à peu près tous les points. Bon, évidemment, sauf le jiu-jitsu, mais ouah, la lutte la lutte est un bon moyen de battre le jiu-jitsu et notamment Volkanovski a déjà battu, Brian Ortega enfin, a déjà battu le JJB de Brian Ortega donc en soi, est-ce que ça vrai enfin, ouais et Diego Lopez est un jiu-jitsuka exceptionnel, mais est-ce qu'il est meilleur que Brian Ortega pour autant? Je suis pas sûr. Voilà, si enfin, Volkanovski s'est pas fait soumettre par Brian Ortega, s'est pas fait soumettre par Islam Makhachev. C'est un peu ouais, c'est un peu osé de penser enfin enfin ouais, ce serait quand même ouais, osé de penser à 100 que Lopez pourrait soumettre, Volkanovski et ouais, mais pour moi, pronostat, c'est sur du 80-20 pour moi, vraiment et c'est peut-être un peu irrespectueux pour Lopez, mais vraiment je vois Volkanovski largement meilleur que Lopez dans à peu près tous les domaines. Un peu moins dangereux, certes, mais pour moi vraiment meilleur dans tous les domaines et ce qui est encore franchement sur le papier, j'aurais tendance à mettre même du 90-10, voire du 95-5. Ce qui me fait monter un peu cette stat, c'est d'une part enfin, ouais, c'est d'une part quand même Lopez est très dangereux, est vraiment très dangereux, donc je pense que rien que le fait que Lopez c'est très dangereux, ça lui donne au moins 10 de chance et le fait que Volkanovski ait pas combattu depuis longtemps, le fait que Volkanovski soit sur deux KO traumatisants d'affilée, je pense que ça peut marquer donc heu, donc voilà, enfin ouais, donc voilà, pronostat pour moi, c'est vraiment à l'avantage de Volkanovski et mon pronostic, il est assez clair. Je vois un Volkanovski qui TKO ground and pound, dans le 4e round. Un peu, dans la même physionomie, du combat, Volkanovski contre Brian Ortega. Voire même enfin, ouais, non, ouais, voire même du, Volkanovski, ouais, voire même du Volkanovski, Korean Zombie qui sont clairement les 2 victoires les plus impressionnantes de Volkanovski, impressionnante de maîtrise, de contrôle, voilà, ouais, incroyable de jab, de contre et cetera. Je vois vraiment ce genre de physionomie de combat. Ouais, en fait, un peu la stratégie que j'aurais donnée pour Volkanovski, en fait, ce serait plutôt, voilà, gérer Lopez à distance sur les 2 premiers rounds, essayer de le fatiguer, lui flinguer la jambe avant, essayer un peu de lui flinguer le corps et sur les 3e et 4e rounds, essayer de l'amener au sol et de lui mettre un ground and pound des enfers. D'autant que, ben, Lopez a jamais connu un 4e round, n'a jamais vu un 4e round, donc ça peut être dur pour lui, surtout enfin, bah, ouais, surtout, vu du fait qu'il a pas forcément le meilleur cardio du circuit. Donc voilà, voilà et voilà, aller chercher le grand and pound, et je pense que dans cette configuration, ouais, j'ai confiance sur le fait que Volkanovski saura défendre les tentatives de soumission, de Diego Lopez et le grand and pound de Volkanovski. Il aurait dû arrêter Brian Ortega dans leur combat de 2021. Il aurait dû enfin vraiment, c'est pas honteux pour Brian Ortega de pas, ouais, enfin, comment dire? C'est très honorable pour Brian Ortega d'avoir réussi à tenir la limite, surtout qu'il fait un super 5e round. Mais pour moi, enfin, l'arbitre aurait été enfin et pas que pour moi, pour quasiment tout le monde, l'arbitre aurait dû arrêter le combat, ouais, soit à l'entracte entre le 3e et le 4e, soit au 4e directement, quoi. Voilà, ce combat-là aurait dû être arrêté et je pense que cette fois-ci, Volkanovski saura arrêter, Diego Lopez, soit sur un TKO, ground and pound, soit au 4e, soit au 5e, encore une fois. Et voilà et franchement, je suis assez con je suis enfin, sur ce pronostic, je suis plutôt confiant, pour être honnête.
Bah et c'est quand même un peu un pronostic, c'est quand même un pronostic, un peu couillu. Ah oui, non. Non, j'allais dire parce que enfin, il me semblait que Lopez avait jamais été, avait jamais été, TKO dans sa carrière. Non, c'est qu'il a jamais été, soumis. Voilà, c'est pas la même chose, mais bref. Mais voilà, je vois vraiment un TKO de Volkanovski, sur Diego Lopez et c'est là-dessus qu'on s'arrêtera pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous aura plu. Je ferai, ah ah ouais, ah non, c'est vrai qu'il y a Staniev, putain, non, je suis con. Non, ouais, j'allais dire une connerie, ouais, c'est pas grave. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, le partage, le commentaire. Si le contenu de la chaîne vous plaît, l'abonnement et enfin, si le contenu de la chaîne YouTube vous plaît, l'abonnement. Allez follow la chaîne Twitch pour être tenu au courant des prochains lives sur la chaîne Twitch, notamment des prochains reels de Classics et bah, en attendant, moi, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et salut!